Bonjour, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour l'étude de la convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite. On va détailler plus précisément possible chaque article pour que vous puissiez définir votre fiscalité quand vous avez des flux entre la France et l'Arabie Saoudite. C'est parti. Alors, effectivement, la convention fiscale, elle commence déjà dans sa version consolidée par un rappel sur les droits aux avantages de la convention fiscale et à limiter tous les montages dits artificiels qui ont été faits dans le seul but d'obtenir directement ou indirectement un avantage fiscal en lien avec la convention fiscale ou toute pratique qui permettrait d'établir des doubles non-impositions, une imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale. Alors, comme toutes les conventions, il y a un rappel sur les personnes qui sont visées et on a bien un rappel comme quoi la convention est applicable aux seules personnes qui sont résidentes d'un État contractant. Donc, on va parler ensuite de la notion de résident au sens de la convention fiscale. Ensuite, une partie sur les impôts visés. Ensuite, il y a une définition générale de toutes les notions pour arriver au premier article très important sur la qualification de résident. Et là, on a une reprise assez classique qui est que au sens de la Convention, pour être résident d'un État contractant, il faut être une personne qui, en vertu de la législation de l'État, donc Arabie Saoudite ou la France, être assujetti à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, sa résidence, son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Et là, il faut faire attention puisque il va falloir payer de l'impôt en France ou en Arabie Saoudite pour être défini comme résident au sens de la convention fiscale et pouvoir utiliser la convention fiscale et ses dispositions plus favorables. Et il y a plusieurs jurisprudences qui traitent de ce principe, et notamment une jurisprudence de 2011 qui dit bien que si vous êtes seulement soumis à l'impôt religieux aux zakat, ce n'est pas un impôt comme l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, et vous ne devez pas être considéré comme résident fiscal en Arabie Saoudite à ce seul titre. Donc comme d'habitude, bien faire attention aux questions de résidence fiscale et d'assujettissement à l'impôt. Ensuite, si vous payez de l'impôt en France et en Arabie Saoudite, dans ce cas-là, on rejoint la détermination de la résidence fiscale unique de manière classique et on va regarder dans quel pays vous avez votre foyer d'habitation permanent et à défaut dans le pays où vous avez votre centre des intérêts vitaux, donc vos liens personnels et économiques les plus étroits. Et après, si on ne peut pas encore déterminer, on va regarder dans quel pays vous avez votre séjour de façon habituelle, voir ensuite la nationalité. Et si on parle de société, on va regarder là où la société a son siège de direction effective, si chacun des pays France, Arabie Saoudite estime que la société est résidente en France et en Arabie Saoudite. Ce qui vous permettra ensuite de déterminer si vous êtes résident fiscal en France ou en Arabie Saoudite au sens de la Convention et ensuite d'appliquer les articles de la Convention. Donc ça commence par l'article sur les revenus immobiliers. Là, on est sur quelque chose de très classique. Imposition des revenus immobiliers dans le lieu de situation du bien. Donc si vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite et que vous avez des biens immobiliers locatifs en France, vous restez imposable en France sous la fiscalité des non-résidents, que vous exploitiez sous le format détention directe ou SCI. Ensuite, pour les dividendes, on a une imposition exclusive dans l'état de résidence. Donc si vous êtes résident fiscal en France avec des dividendes de source saoudienne, vous restez imposable en France. Alors que dans l'autre sens, si vous avez des dividendes de source française et que vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite au sens de la convention fiscale, vous serez imposable uniquement en Arabie Saoudite. Donc pas d'impôt sur le revenu ni de prélèvements sociaux. C'est la même chose pour les revenus de créance qui sont imposables uniquement dans le pays de résidence, sauf s'ils se rattachent à une activité industrielle et commerciale. Donc si vous recevez des intérêts de source française, ça sera imposable uniquement en Arabie Saoudite si vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite. Et inversement, si vous percevez des intérêts d'Arabie Saoudite quand vous êtes résident fiscal français, vous êtes imposable uniquement en France. Tout en sachant qu'il y a une limitation dans l'article 18 grand A de la Convention fiscale qui prévoit que si vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite et que vous percevez des intérêts de source française mais que vous n'êtes pas imposable sur ces intérêts, vous redevenez imposable en France en application des règles françaises, sauf si vous êtes une personne physique de nationalité saoudienne ou si vous êtes une personne morale dont plus de 50% des actions parts et droits sont possédés directement ou indirectement par un national saoudien. Ou alors si cela vise des intérêts exonérés en Arabie Saoudite en application du régime officiel accordant une exonération provisoire pour la promotion et développement des investissements industriels et commerciaux en Arabie Saoudite. Et dans ce cas-là, la France ne va pas imposer les intérêts qui ne sont pas imposés en Arabie Saoudite. Même chose pour les redevances, imposition uniquement dans le pays de résidence, donc en Arabie Saoudite si vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite, avec la limitation d'activité industrielle et commerciale, en sachant que la notion de redevance est un peu plus large que celle qui est normalement donnée par la Convention modèle OCDE, parce qu'elle va englober également les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision. Vous avez la liste
sur le point 3. Et il y a également une limitation, encore une fois, dans l'article 18A2, du fait que si les redevances n'ont pas été imposées en Arabie Saoudite, la France peut garder une imposition de ces redevances pour limiter une double exonération. C'est la même chose que pour les intérêts. Comme je vous l'ai dit, sur la liste, elle est un peu plus longue puisque on voit sont notamment redevances, toute somme nature payée pour l'usage ou la concession d'un usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique, scientifique, y compris les films cinématographiques, les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, marque de fabrique, commerce, dessin, modèle, plan d'une formule, procédé secret ainsi que les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Pour la partie gain en capital, donc plus-value immobilière ou mobilière, de manière classique, imposition des plus-values immobilières dans le pays de situation du bien, donc en France si les biens sont en France, tout en sachant que si vous êtes imposable en France, vous aurez quand même droit à peu près toutes les mêmes exonérations applicables pour les résidents fiscaux français, notamment les abattements pour durée de détention. Et ces gains en capital de nature immobilière visent également les cessions de titres de sociétés immobilières qui sont imposables en France si le bien immobilier est en France. Par contre, si vous êtes dans un autre gain type plus-value mobilière, donc cession d'actions classique, vous restez imposable uniquement dans votre lieu de résidence, donc en Arabie Saoudite si vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite, sauf si le gain est rattaché à une activité professionnelle, sauf si vous avez une participation substantielle dans la société que vous allez céder en France. Donc là, c'est si vous avez le droit à plus de 25% de bénéfices dans la société française. Dans ce cas-là, vous redevenez toujours imposable en France en application des règles françaises si vous cédez une société française et que vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite. Donc vous n'avez pas une imposition en Arabie Saoudite, mais en France qui s'applique. Ensuite, pour les professions indépendantes, là, on a la règle classique qui est imposable dans le pays de résidence, sauf si, en tant qu'indépendant, vous avez passé plus de 90 jours dans l'autre État sur une année fiscale. Et dans ce cas, les revenus tirés de votre activité dans l'autre État vont être imposables dans cet autre État. Donc ça veut dire que si vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite et que vous êtes indépendant, que vous avez une activité en France, vous restez imposable en Arabie Saoudite si vous ne passez pas plus de 90 jours en France. Et si vous passez plus de 90 jours en France, pour la partie activité en France, vous êtes imposable en France. Et on voit que sur la partie libérale, on a les notions de qualification scientifique, littéraire, artistique, éducative, pédagogique et toutes les activités de médecin, avocat, ingénieur, architecte, dentiste et comptable. Mais bien sûr, il faut que ça soit toujours un peu plus compliqué en matière de fiscalité internationale. Dans la convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite, il y a une clause de la nation la plus favorisée et qui permet, du fait que l'Arabie Saoudite a signé des conventions fiscales avec la Turquie, qui permet une durée de séjour qui n'est plus de 90 jours mais de 183 jours, qui permet finalement d'appliquer cette convention fiscale entre l'Arabie Saoudite et la Turquie à ceux qui voudraient appliquer la convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite. Donc finalement, ce délai de 90 jours n'est pas de 90 jours, mais de 183 jours en application de la clause de la nation la plus favorisée et de la convention fiscale entre l'Arabie Saoudite et la Turquie. Pour reprendre, si vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite, vous restez imposable en Arabie Saoudite si vous avez une activité en France et que vous n'êtes pas en France plus de 183 jours sur l'année fiscale. À défaut, vous serez imposable en France sur la partie de votre activité qui est en lien avec la France. Pour la partie profession dépendant, donc si vous êtes salarié, là c'est le régime classique, vous êtes imposable dans votre état de résidence, sauf si vous avez exercé votre activité dans l'autre état, et avec la spécificité des séjours temporaires, qui fait que vous serez imposable dans l'autre état si vous avez séjourné dans l'autre état sur une période de plus de 183 jours, au cours de l'année fiscale considérée, ou si les rémunérations ont été payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est résident de l'autre État. Donc ce qui fait que les rémunérations salariales perçues par un résident fiscal d'Arabie Saoudite à raison de son activité exercée en France vont être imposables en France, à moins que le salarié n'ait effectué en France une mission temporaire, donc séjour en France, inférieur ou égal à 183 jours, ou que sa rémunération soit payée pour le compte d'un employeur résident en Arabie Saoudite. Pour les fonctions publiques, c'est régime aussi classique, imposable dans l'état de source de paiement, sauf si les services ont été rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une des collectivités territoriales. Même chose pour les pensions. Donc, ce qui fait que par principe, si vous êtes résident fiscal en Arabie Saoudite, vous restez imposable en France sur les salaires et pensions publiques, sous format retenu à la source. Il y a également une partie pour les étudiants, pour les professeurs, chercheurs. Ensuite, une partie sur les bénéfices des entreprises, puisqu'il n'y a pas d'article spécifique en matière d'établissement stable, mais un article spécifique sur les bénéfices des entreprises,
qui va nous dire que les bénéfices d'une entreprise vont être imposables dans son état de résidence, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle et commerciale dans l'autre état. Et dans ce cas-là, de manière classique, pour l'activité exercée dans l'autre état, vous serez imposable dans l'autre état. Donc on reprend des règles assez similaires à ce qui existe en matière d'établissement stable, avec également des spécificités pour les chantiers de construction, les activités provisoires, qui fait que s'il y a des activités qui sont exercées pour une durée inférieure de 3 mois, les bénéfices imputables exercés dans l'État seront imposables dans cet autre État uniquement si vous dépassez ce délai de 3 mois. Et on vise à la fois les activités de chantier, construction, assemblage, actions de formation, assistance technique, études liées à des exportations, mais aussi les activités de nature à rendre des services de nature intellectuelle ou technique, tels que les travaux d'ingénierie, de recherche, études d'expertise, les services de consultation ou de supervision, les services rendus dans le domaine de la comptabilité, du droit, de l'architecture, ou dans le cadre des activités visées à l'article 10, donc sur les professions indépendantes, seront imposables dans l'état d'exercice si vous passez plus de 3 mois continus dans l'état. Mais là encore, ça serait trop simple, on va dire comme ça. Comme l'Arabie Saoudite et la France ont dans leur convention une clause de la nation la plus favorisée, et que l'Arabie Saoudite a signé des conventions avec la Turquie et l'Autriche qui sont plus favorables, finalement, le délai de 3 mois passe à 12 mois. À la fois en prenant en compte la convention fiscale entre l'Arabie Saoudite et la Turquie pour les opérations de montage, assemblage, construction et supervision qui leur sont liées. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une présence de plus de 12 mois sur place pour que vous soyez imposable dans cet état de présence. Et pour les effets de la convention fiscale entre l'Arabie Saoudite et l'Autriche, là on passe également d'un délai de 3 mois à 12 mois de présence sur place pour l'imposition des travaux prévus par le numéro 3, à savoir les services de nature intellectuelle, technique, consultation ou dans le domaine de comptabilité, droit, architecture. Ensuite, il y a également une partie sur les sociétés exportatrices. On exclut toujours les activités préparatoires. Et ensuite, une explication sur la ventilation des bénéfices et charges. En sachant que là également, il y a encore des limitations en cas de double non-imposition et qui permet à la France de rattraper une imposition s'il n'y a pas eu d'imposition en Arabie Saoudite au titre des activités. Ensuite, on passe à l'article sur la fortune et nous sur l'impôt sur la fortune immobilière en France qui permet finalement un mécanisme spécifique de calcul pour savoir si les résidents fiscaux en Arabie Saoudite sont soumis ou pas à l'impôt sur la fortune immobilière, notamment si la valeur de leur actif immobilier est inférieure à 50% de la valeur de leur actif mobilier en France, et avec également dans le protocole une information complémentaire en matière de degré de permanence pour éviter les mécanismes d'optimisation et pour éviter l'élimination artificielle de l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière en France. Pour arriver ensuite à l'article 15 qui vise les règles d'élimination des doubles impositions. Et si on voit pour la France, quand vous êtes résident fiscal français, la double imposition va être éliminée pour les revenus immobiliers, gains en capital immobilier, bénéfices de sociétés de source saoudienne, va se faire par une exonération d'impôt en France, tout simplement. Alors que tous les autres revenus perçus par un résident fiscal de France vont être également imposés en France, mais l'impôt saoudien qui sera prélevé sur les revenus va ouvrir droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Et ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt saoudien. Mais bien sûr, comme dans la convention fiscale avec les Émirats arabes unis, il y a des limitations pour les nationaux, il y a des spécificités, notamment lorsqu'une personne résidente d'Arabie Saoudite est une société dont plus de 50% des actions parts ou droits est détenue directement ou indirectement par une société dont le siège de direction est situé en France, la fraction des revenus de la société saoudienne correspondant aux droits détenus directement ou indirectement par la société française va rester imposable en France, qu'importe ce qui est dit dans la convention fiscale. Et dans ce cas, l'impôt saoudien qui est perçu sur ces revenus va bien sûr ouvrir droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Même si ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus temporairement exonérés d'impôt en Arabie Saoudite, en application des mesures de développement sur les investissements industriels et commerciaux en Arabie Saoudite. Ensuite, il y a des dispositions sur les fonctionnaires diplomatiques consulaires, en matière de succession, également en matière de procédure amiable, pour arriver à cet article 18A qui prévoit des dispositions spécifiques d'application de la convention fiscale, comme ce qu'on a pu voir en matière de convention fiscale avec les Émirats arabes unis. Puisque, effectivement, pour éviter des doubles exonérations, chaque État va pouvoir retrouver la possibilité d'appliquer son droit national sur les revenus autres que les dividendes. C'est ce qu'on a vu du coup pour les intérêts ou pour les redevances, lorsque les revenus qui sont attribués à un résident fiscal d'un État ne sont pas imposés dans ce pays de résidence fiscale. Mais bien sûr, ce dispositif ne s'applique pas aux citoyens saoudiens
ou aux sociétés dont plus de 50% des actions sont détenues par des citoyens saoudiens. Ou alors si c'est des revenus qui sont spécifiquement exonérés en application du régime officiel d'exonération provisoire sur le développement industriel et commercial en Arabie Saoudite. Mais ce qui fait que la France peut garder un pouvoir d'imposition sur les revenus qui seraient imposables uniquement en Arabie Saoudite si le résident fiscal en Arabie Saoudite est non imposable sur les revenus qu'il perçoit de source française en Arabie Saoudite. Et là, on voit sur le point 3, il y a la mesure de clause de nation la plus favorisée qui s'applique, on l'a vu, notamment sur la détermination du bénéfice industriel et commercial et sur les prestations de services intellectuels. Ensuite, bien sûr, on a une clause sur l'échange de renseignements, mais on voit qu'on n'a pas de clause en matière de recouvrement et on va viser les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application des dispositions de la Convention ou pour l'application du droit interne. On voit qu'on ne peut pas prendre plus de mesures administratives qui vont déroger à la législation nationale ou à la pratique administrative d'un des États. Et à la fin, on a les dispositions particulières sur le champ d'application territoriale, sur l'entrée en vigueur, et aussi dans le protocole qui précise la notion de renseignement qu'on peut échanger. Et également, à toute fin, il faut toujours lire la convention fiscale jusqu'à la fin, des précisions complémentaires dans l'échange de lettres, sur notamment les revenus immobiliers, et aussi en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Ou alors en matière de transfert indirect de bénéfices. Ah ouais, on a terminé sur l'explication de la convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et on vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.